Je pars de l'hypothèse que le monde est sans tutu, que les choses vont mal, que ceux qui ne devraient pas être en prison le sont et ceux qui le devraient ne le sont pas, que ceux qui ne devraient pas être au pouvoir le sont et ceux qui devraient avoir plus de pouvoir n'en ont pas, que les richesses, non seulement dans ce pays mais dans le monde entier, sont distribuées de telle façon qu'il ne s'agit pas de faire une petite réforme, mais une refonte totale du système de redistribution des richesses. Je pars de l'hypothèse que nous n'avons pas grand-chose à dire là-dessus. Il nous suffit de nous pencher sur l'état du monde actuel pour réaliser que c'est le chaos. Alors au bout d'un moment, on perd toute notion. Si on ne réfléchit pas, si on ne s'informe qu'à la télévision ou en lisant les publications universitaires, on finit par se dire que la situation n'est pas si catastrophique que ça et que les problèmes ne concernent que des questions marginales. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est l'horreur. Et c'est donc la raison pour laquelle nous devons partir de l'hypothèse que tout est véritablement chaotique. Et le sujet de réflexion, la désobéissance civile, est pris à l'envers. Dès qu'on parle de désobéissance civile, on se dit que le problème, c'est la désobéissance civile. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'obéissance civile. Notre problème, c'est le nombre incalculable de gens qui ont obéi au dictat de leurs dirigeants et qui sont partis en guerre partout dans le monde entier, et que cette obéissance s'est traduite par des millions de morts. Notre problème, c'est que les gens sont soumis partout dans le monde, face à la pauvreté, à la famine, à la bêtise, à la guerre, à la cruauté. Notre problème, c'est que les gens obéissent et que les prisons sont pleines de petits délinquants, tandis que les grands truands gèrent le pays. C'est ça notre problème. On comprend cela quand il s'agit de l'Allemagne nazie. On sait que le problème, c'est la soumission, que les gens ont obéi à Hitler. Les gens ont obéi, c'était mal. Ils auraient dû se rébeller et résister au système. Et si seulement nous avions été là, nous leur aurions montré. Même dans la Russie de Staline, on constate cela. Les gens sont dociles, sont des moutons. Mais l'Amérique est différente. C'est ce qu'on nous a inculqué depuis toujours, depuis que nous sommes tout petits. J'entends encore ce discours résonner dans nos cours d'histoire. Choisissez 1, 2, 3, 4, 5 choses plaisantes concernant l'Amérique, concernant le Canada dans mon cas, concernant la France, dans le cas de beaucoup de vous, mes amis, et que nous ne voulons pas trop voir bousculer. Quelles sont ces belles choses? Mais si nous avons appris quoi que ce soit ces dernières décennies, c'est que ces belles choses concernant l'Occident n'ont jamais été belles. Depuis le début, nous sommes expansionnistes, agressifs et cruels envers les autres, en commençant avec le génocide des Amérindiens et l'esclavage des Africains. Et nous sommes agressifs et cruels envers les gens de notre propre pays, et nous redistribuons les richesses de manière très injuste. Et il n'y a jamais eu de justice dans les tribunaux pour les pauvres, pour les Noirs, pour les contestataires. Comment peut-on prétendre fièrement que l'Amérique est unique? Elle n'est pas unique, absolument pas. L'obéissance civile, eh bien, c'est ce que nous allons parler. C'est notre problème. La loi est très importante. Nous parlons ici d'obéissance à la loi. La loi, cette merveilleuse invention des temps modernes que nous attribuons à la civilisation occidentale et dont nous parlons avec fierté. Le droit. Oh, comme ils sont extraordinaires tous ces jours sur la civilisation occidentale, donnée dans tout le pays. Souvenez-vous de l'époque sinistre où la population était exploitée par le régime féodal. Tout était abominable au Moyen Âge. Mais maintenant, nous avons la civilisation occidentale, l'état de droit. Le droit à normaliser et exploiter au maximum l'injustice qui existait avant lui. C'est cela qu'a fait le droit. Examinons tout d'abord le système de manière réaliste et non pas avec cette satisfaction métaphysique avec laquelle nous le considérons depuis toujours. Quand dans tous les pays du monde, le droit est le chouchou des dirigeants et un fléau pour le peuple, alors nous devons commencer à le reconnaître. Nous devons dépasser les frontières nationales dans notre réflexion. Obama et Poutine ont plus en commun entre eux qu'avec nous. Le directeur de la CIA a plus en commun avec le chef des renseignements chinois qu'avec nous. C'est cet engagement international aux lois qui crée des solides liens d'amitié entre eux. C'est pour ça que nous sommes toujours surpris de voir que lorsqu'ils se retrouvent, ils sourient, se serrent la main, fument le cigare ensemble, s'apprécient mutuellement. Et cela, indépendamment de leur discours officiel. C'est comme les partis républicains et démocrates aux États-Unis ou le Parti québécois puis le Parti libéral au Québec qui prétendent qu'il y aura un grand changement si l'un ou l'autre l'emporte et pourtant c'est toujours la même chose. Au bout du compte, c'est eux contre nous. Yossarian avait raison. Vous vous souvenez dans Catch-22? Il avait été accusé d'avoir fourni de l'aide et du réconfort à l'ennemi.
ce dont personne ne devrait jamais être accusé. Et Yossarian avait alors dit à son ami Clevenger, « L'ennemi, c'est celui qui te fera tuer, de quelque camp qu'il soit. » Mais comme ces paroles n'avaient provoqué aucune réaction, il avait ajouté « Mets-toi bien ça dans le crâne, sinon un jour ou l'autre, tu vas te retrouver mort. » Et souvenez-vous, peu de temps après ça, Clevenger était tué. On ne doit jamais oublier que nos ennemis ne sont pas séparés par les frontières, que ce ne sont pas des gens qui parlent une langue différente, qui portent un voile et qui vivent dans des territoires différents. Les ennemis sont ceux qui veulent nous tuer. On nous dit « Et si tout le monde désobéissait à la loi? » Mais il vaudrait mieux poser la question « Et si tout le monde obéissait à la loi? » La réponse à cette question est bien plus facile à trouver, car nous avons énormément de preuves empiriques. C'est ce qui se passe quand tout le monde obéit à la loi, ou même quand la majorité de la population le fait. Ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement. Pourquoi les gens se prosternent-ils devant la loi? Et c'est ce que nous faisons tous. Même moi, je dois lutter, car c'est ancré au plus profond de moi-même depuis que je suis tout petit, du temps où j'étais louveteau. Une des raisons qui font qu'on se prosterne devant la loi, c'est son ambivalence. À l'époque actuelle, on se retrouve avec des mots, des expressions qui ont plusieurs significations, comme par exemple « sécurité nationale ». Ah oui? Il faut agir au nom de la sécurité nationale. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? La sécurité nationale de qui? Où? La loi recèle bien des choses. La loi, c'est la Bill of Rights, la Déclaration des droits. En fait, c'est ce à quoi on pense en vénérant la loi. La loi est censée nous protéger. La loi, ce sont nos droits. La loi, c'est la Constitution. Mais il y a un autre aspect de la loi qui ne fait pas l'objet de tant de battages publicitaires. C'est celle qui est en vigueur jour après jour, mois après mois, année après année, depuis que la République existe et qui permet de distribuer les richesses du pays de façon à ce que quelques-uns soient très riches et les autres très pauvres, et que certains courent comme des poules sans tête pour s'accaparer les miettes. C'est ça la loi. Si vous allez en fac de droit, vous constaterez tout ça. Vous pouvez évaluer tout cela en comptant simplement le nombre de gros manuels de droit que les gens trimbalaient avec eux et voir combien d'entre eux parlent de droit constitutionnel et combien parlent de propriété, contrat, délit, droit commercial. Et c'est de cela essentiellement dont il s'agit quand on parle de loi. La loi, c'est la réduction d'impôts pour l'épuisement des réserves de pétrole, mais on ne fait pas faire de dissertation là-dessus. Il y a donc une partie de la loi qui est mise en exergue. Voilà la loi, la Constitution. Et il y a les autres facettes de la loi, celles qui se font sans bruit et dont personne ne parle. Il y a d'autres problèmes concernant la loi. C'est curieux, les gens pensent que la loi amène l'ordre. C'est faux. Comment savoir que la loi n'amène pas l'ordre? Il suffit de regarder autour de soi. Nous vivons dans un état de droit. Et quel ordre avons-nous? On vous dit qu'il faut se méfier de la désobéissance civile car elle conduit à l'anarchie. Regardez bien le monde actuel où prévaut l'état de droit. Nous sommes dans une période qui se rapproche le plus de ce que les gens pensent être l'anarchie, le chaos et le banditisme international. Le seul ordre qui soit véritablement valable ne vient pas de la mise en application de la loi, il vient de la construction d'une société juste où sont établis des rapports harmonieux et où seule une réglementation minimum est nécessaire pour créer un ensemble de dispositions concernant les rapports entre les gens. Mais l'ordre qui s'appuie sur le droit et la force de la loi, c'est l'ordre de l'État totalitaire, qui conduit inévitablement soit à une injustice totale, soit finalement à la rébellion. En d'autres termes, à un très grand désordre. Ils ont demandé à la mère de Daniel Berrigan ce qu'il pensait du fait que son fils violait la loi. Après avoir mis le feu à des registres de bureaux de conscription, probablement un des actes les plus violents de ce siècle pour protester contre la guerre, il avait été condamné à la prison, comme il se doit pour un criminel. Ils ont demandé à sa mère âgée de plus de 80 ans ce qu'elle pensait du fait que son fils avait violé la loi. Elle a regardé le journaliste droit dans les yeux et lui a répondu « Ce n'est pas la loi de Dieu ». Et ça, on l'oublie, la loi n'a rien de sacré. Pensez à qui fait les lois. La loi n'est pas faite par Dieu, elle est faite par des bandits à cravate. Si on a le moindre sentiment de ce qui est saint, beau, révérencieux dans la loi, il suffit de bien regarder les élus du pays, ceux et celles qui font les lois. Allez assister à une session législative de votre État. Allez assister à une session du Congrès, du Sénat, car ce sont ces gens-là qui font les lois, que nous sommes ensuite censés vénérer. Tout ceci est fait dans un décorum destiné à nous berner. C'est le problème.
À l'époque, c'était confus, on ne savait pas. Maintenant, on le sait, tout est écrit dans les livres. Aujourd'hui, nous avons des procédures en bonne et due forme. Aujourd'hui, il se passe ce qui se passait avant, sauf que nous respectons les procédures légales. À Boston, un policier s'est rendu dans un hôpital et a tiré à 5 reprises sur un noir qui lui avait donné un coup de serviette de toilette sur le bas. Puis il l'a tué. Au cours de l'audience, le juge décidait que l'acte du policier était justifié. S'il n'avait pas réagi, il aurait perdu l'estime de ses collègues. Oui, monsieur, madame. Oui, c'est cela qu'on appelle un jugement en bonne et due forme, à savoir que le type ne s'en est pas tiré comme ça. Il a bien eu un procès en bonne et due forme, et tout s'est arrangé. Le décorum, la bienséance de la loi nous leurre. Et actuellement, où nous sommes dans une période peut-être encore plus critique que la Révolution ou la guerre de sécession, les problèmes sont si abominables qu'ils nous poussent à sortir du cadre légal pour faire une déclaration, pour résister, pour commencer à créer les institutions et les relations que doit avoir toute société qui se respecte. Non, il ne s'agit pas tout simplement de démolir, mais de construire quelque chose. Mais même si on cherche à construire ce qui n'est pas censé l'être, si on essaie, par exemple, de créer un parc populaire gratuit, ça, ce n'est pas détruire, on construit quelque chose, mais c'est interdit. Alors, la police privée arrive pour vous obliger à partir. C'est la forme que va prendre de plus en plus la désobéissance civile, des gens qui tenteront de construire une nouvelle société au sein de l'ancienne. Et le droit de vote et les élections, la désobéissance civile, il n'y en a pas de besoin, nous dit-on, parce que nous avons passé le processus électoral. Nous devrions savoir depuis tout ce temps. Mais peut-être que non, car nous avons grandi avec la notion que le bureau de vote était un lieu sacré, presque comme un confessionnal. Vous entrez dans le bureau de vote, vous en ressortez, on vous prend en photo et votre visage au sourire béat est publié dans la presse. Vous venez de voter, c'est ça la démocratie. Mais si on lit ce que disent les politicologues, mais qui en est capable? Du processus électoral, on constate que c'est une supercherie. Les États totalitaires adorent les élections. Ils font déplacer les gens pour voter et enregistrent leurs bénédictions. Je sais qu'il y a une différence. Ils n'ont qu'un parti. Nous, on a deux. Vous voyez, on a un parti de plus qu'eux. Ce que nous tentons de faire, je suppose, c'est de revenir véritablement aux principes, aux objectifs de la Déclaration d'indépendance aux États-Unis. L'esprit de la résistance à l'autorité illégitime et à des forces qui privent les gens de leur vie, de leur liberté, de leur droit à la quête du bonheur. Et donc, dans ces conditions, il incite au droit de réformer ou d'abolir la forme actuelle de leur gouvernement, et surtout d'abolir. Mais pour établir les principes de la Déclaration d'indépendance, il va falloir sortir du cadre légal, cesser d'obéir à des lois qui imposent de tuer ou qui répartissent les richesses de la façon dont cela a été fait, ou qui mettent des gens en prison pour des petits délits et laissent en liberté des gens qui ont commis des crimes abominables. Mon espoir, c'est que cet esprit de résistance fleurira non seulement dans ce pays, mais également dans d'autres pays, car ils en ont tous besoin. Les peuples de tous les pays ont besoin de cet esprit de désobéissance à l'État, qui n'est pas un concept métaphysique, mais une entité qui allie force et richesse. Il nous faut une sorte de déclaration d'indépendance entre les peuples de tous les pays du monde qui luttent pour la même chose. Gloire à la résistance.